Alors si on vous a invité, c'est pour parler donc de cette fameuse loi Duplomb, cette loi qui a donc été adoptée hier à l'Assemblée nationale dans sa version définitive. 316 voix contre 223 pour passer, donc avec une opposition principalement notable de la part de la gauche et des écologistes. On aimerait avoir votre avis sur cette loi, donc Patrick Legras, loi qui visait à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Et sous ce nom-là, on pourrait presque s'en réjouir. Quand on creuse un petit peu, c'est bien plus compliqué que ça. Mais voilà, commençons par vous demander votre avis de façon assez générale sur cette loi Duplomb qui est passée. Et ensuite, on va essayer de la décortiquer ensemble. Non, déjà, la première chose, elle est passée à l'Assemblée nationale. Elle doit passer après au Conseil constitutionnel. Et là, on sait que le Conseil constitutionnel, pour en avoir parlé avec Madame Pannier-Runacher il y a une quinzaine de jours, c'est beaucoup moins sûr qu'il accepte la loi de la manière dont elle est validée aujourd'hui. Ça, je voulais relativiser. Mm. Et il faut savoir que cette loi, ça fait un peu plus d'un an qu'on en parle. Moi-même, j'ai été la défendre auprès des sénateurs du Sénat et donc de M. Duplomb. C'est pas ça qui va changer le monde agricole. Hein. Il faut être clair, c'est des avancées, c'est une orientation, mais ce n'est en aucun cas ce qui va régler les problèmes du Mercosur, qui va régler les problèmes des des nouveaux volumes d'importation de l'Ukraine qui avaient été définis l'année dernière, qui viennent d'être revus en très forte hausse. C'est pas ce qui va faire mieux vendre nos céréales, c'est pas ce qui va régler les problèmes phytosanitaires importants, puisqu'on a une perte importante de produits phytosanitaires qui nous. J'ai vu que sur BFM, ils avaient parlé de l'effondrement de nos ventes de farine. C'est normal qu'on ait un effondrement des ventes de farine. À partir du moment où on a un développement de l'ergot et de la carie, qui sont des maladies mortelles pour l'homme, qui se développent à cause d'un manque de traitement et d'utilisation ou de possible utilisation des produits phytosanitaires les années à forte pression. Donc, entre guillemets, on redonne au niveau de l'agriculture le même niveau de défense ou de priorité que l'environnement ou l'écologie, mais on est loin d'être sorti des problèmes agricoles récurrents depuis 2 ans. Oui, alors par ailleurs, cette loi, elle va profiter aux grosses exploitations agricoles. En revanche, quand on creuse un petit peu, pour les exploitations plus modestes ou celles qui ont choisi un mode de production qui justement tente de se démarquer et de refuser donc cette culture intensive, là c'est beaucoup plus compliqué et on a même des filières entières qui risquent d'être touchées par cette nouvelle loi. Par exemple, la filière de l'apiculture, donc avec un fort impact sur les pollinisations, des essaims qui vont être touchés par ces nouveaux produits qui ont été à nouveau autorisés et qui vont être utilisés en masse. Parce que donc cette loi, par exemple, elle prévoit la réintroduction de néonicotinoïdes. Et donc ce sont des produits qui permettent de traiter tout un tas d'insectes. Mais en revanche, il y a des impacts évidemment sur la santé et forcément, ça touche aussi des insectes qui, eux, sont bons pour l'agriculture, en tout cas pour certaines exploitations, et qui même sont le cœur de ces exploitations, en l'occurrence pour l'apiculture. Alors, on va être clair sur ce dossier-là. J'ai moi-même rencontré les établissements Michaud, qui sont des très gros producteurs et importateurs de miel. Il faut savoir que le problème sur le néocotinoïde, c'est pas des néocotinoïdes, sur un néocotinoïde indispensable pour, entre autres, la noisette et la betterave. L'importateur de miel a été précis. Ce discours qui est proche d'un certain nombre de personnes, pour eux, n'a aucune incidence sur l'apiculture. Alors, je vous donne les éléments, puisqu'ils sont quand même fort concernés, puisque Mmh. eux-mêmes reconnaissent que sur certains pays où les néocotinoïdes, je dis bien les néocotinoïdes, sont autorisés, c'est souvent des productions, des endroits où la production de miel est importante. Donc ça, c'est une parenthèse, mais c'est une, c'est un combat d'idéologues d'un côté comme de l'autre, où le fait d'avoir supprimé ces produits en 2016 et de les réintroduire pose problème plus idéologique que technique. Ça, c'est le premier point. Après, vous dites que ça avantage les grandes exploitations, il faut me dire lesquelles, parce que la loi, aussi bien qui parle de plus de jeunes qui vont aller vers l'agriculture, qui pose
le, la défense d'une agriculture plus souveraine, ça profite à tout le monde. Et ça, là, on rentre dans une approche politique plus que technique. En ce qui concerne aujourd'hui cette loi, les fondements importants, comme je vous dis, c'est de remettre la souveraineté alimentaire au centre de l'agriculture française et au centre du débat. C'est vrai que pour certains partis politiques, c'est une marche arrière par rapport à ce qui avait été voté il y a quelques années, mais ce n'est pas parce que quelque chose est mauvais qu'il faut le garder, même si c'est une avancée pour une petite caste d'idéologues. Donc aujourd'hui, le Sénat a reçu l'ensemble des agriculteurs, l'ensemble des syndicats. Il y a eu des compromis, il y a des choses qui pour nous, coordination rurale, ne nous suffisent pas. Il y a des choses qui pour nous ne sont pas assez précises parce que on la trouve un peu froide, mais c'est le but aujourd'hui des politiques comment dire, de proposer une loi qui va dans le sens de la majorité ou d'une très grande majorité d'agriculteurs. Donc le reste, évidemment, c'est des conflits de personnes, c'est des conflits d'idées, mais la démarche, en aucun cas, elle nuit à l'agriculture française en général, qui, je vous le répète, l'agriculture française est quand même le modèle planétaire de la diversité et de la qualité agricole. Mmh. Alors justement, quand je dis que c'est une loi qui vise à favoriser, en grande partie les grosses exploitations, par exemple, on a, donc, le seuil qui déclenche, des, études sur les élevages intensifs a été, relevé. Donc ça permet justement le développement, un peu plus souple de ces élevages, intensifs, donc de ces grosses exploitations. Alors on sait d'ailleurs tous les soucis qui peuvent se cacher derrière ce type d'élevage et surtout, ça confirme la volonté de la France de s'inscrire dans un marché qui devient international et donc au détriment de ces petites exploitations qui, elles, se concentrent sur une production qui a une portée plutôt nationale. Et en confirmant notre position sur ce marché, il y avait peut-être d'autres décisions à prendre qui, là, auraient pu favoriser nos agriculteurs sans pour autant promouvoir ce type d'exploitation, donc avec, malgré tout, on le sait parfois, bien des problèmes derrière, et donc, encore une fois, qui a tendance à écraser aussi les plus petits agriculteurs. Donc, par exemple, en revoyant la façon dont on se retrouve en concurrence vis-à-vis de l'Ukraine. Aujourd'hui, que ce soit pour le poulet, que ce soit pour le bœuf, que ce soit pour le cochon, le fait d'avoir relevé le nombre ou la quantité des animaux est ridicule par rapport aux pays que vous avez cités, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Brésil, l'Argentine. On est sur des élevages de plusieurs dizaines de milliers d'animaux, souvent traités et poussés avec des hormones. Mmh. Donc ça n'handicape absolument pas les plus petites exploitations. Moi-même, j'avais de l'élevage. Le fait qu'il y ait des nouvelles normes sur des plus grosses exploitations m'a quand même fait arrêter l'élevage. Pourquoi? Parce que c'était compliqué par rapport au contrôle, c'était compliqué par rapport à la législation et c'était compliqué par rapport aux revenus. Il faut être clair que ce discours aujourd'hui est bien gentil, mais les mêmes aujourd'hui qui critiquent cette augmentation de normes sont les premiers à dire que il faut, pour avoir des prix pas trop élevés, il faut importer beaucoup plus. Il faut pourtant, lorsqu'on écoute certains ministres, il faut limiter l'empreinte carbone et les importations. Là, ce que fait Madame von der Leyen, puisqu'on repart aussi sur une volonté, en plus du Mercosur, de faire un libre-échange avec toute l'Asie, il y a un double langage qui est totalement ridicule. Nous, ce que l'on dit aujourd'hui, l'agriculture française, elle est diversifiée. Euh, elle exporte, oui, mais très peu en animaux. Je le répète, très peu. On est beaucoup plus victime, aussi bien pour le poulet à près de 50% ou le bœuf, des importations plutôt de l'exportation. Donc on vit sur des idées préconçues qui existaient il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, qui ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui. Euh, la seule chose que l'on exporte en quantité aujourd'hui en France de façon récurrente, même si elle a une forte diminution, c'est les céréales. Et comme je vous dis, le problème céréales avec la baisse des utilisations des produits phytosanitaires fait
que nous ne répondons plus aux normes non seulement d'exportation, mais même aux normes internes, ce qui pousse également un grand nombre de meuneries, de transformateurs à importer des blés qui sont de qualité sanitaire supérieure. Donc on est dans une crise agricole qui est loin d'être terminée, où la loi aujourd'hui est plus, je dirais, marque plus une volonté et une orientation qu'une résolution des problèmes agricoles. Mais c'est quand même dramatique que parce qu'elle ne coûte que quelques dizaines de millions d'euros pour 400 000 agriculteurs, qu'on traîne ce boulet depuis maintenant plusieurs mois, quand je vois que notre président ou nos gouvernements ou l'Europe euh, est très généreuse avec l'Ukraine, avec d'autres pays, pour plusieurs centaines de millions d'adhésions ou plusieurs milliards, sans aucune question, sans aucun problème. Nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que l'ensemble des agriculteurs, petits, moyens et un petit peu plus gros, c'est sûr qu'il y a, comme dans tout, il y a différentes tailles, puissent vivre de leurs produits et puissent transmettre leur exploitation. Parce qu'aujourd'hui, la crise quand même qui est importante, c'est que malgré tout ce que l'on peut dire, petit, moyen ou gros, on a un effondrement de nombre des agriculteurs depuis maintenant une trentaine d'années et les 10-20 années qui viennent vont encore voir diminuer le nombre d'agriculteurs par deux. Donc il faut peut-être regarder le problème dans son entier que de voir chacun à sa lorgnette le petit problème ou sa petite idéologie échouer. Je prendrai l'exemple pour nous de la Somme où sur l'usine Insect on voulait faire de la protéine avec des insectes. C'est plusieurs centaines de millions qui ont coûté aux contribuables avec une start-up qui avait une très bonne idée. Bilan de l'opération, l'usine a fonctionné 6 mois, elle a été en redressement judiciaire, là elle est en liquidation. Donc je ne dis pas que c'était une mauvaise idée, mais les idées qui coûtent cher et qui ne sont pas rentables, je pense qu'on en a beaucoup dans ce pays. Effectivement. On continue avec vous encore quelques minutes. Patrick Legras, j'annonce juste la suite. On retrouvera Arnaud Benedetti à 7h30, chers auditeurs, pour parler à nouveau de Boualem Sansal qui ne pourra pas bénéficier de la grâce présidentielle. En attendant, on continue sur ce sujet de l'agriculture. Patrick Legras, quand on entend ce que vous dites, justement, on s'interroge pourquoi est-ce que nos députés s'engagent autant sur une loi qui va chercher aussi précisément la façon dont on va autoriser ou non des produits, la façon dont les méga-bassines vont ou non être développées, à quel seuil on va mettre pour favoriser cet élevage intensif, alors que en premier lieu, si jamais on voulait réellement aider nos agriculteurs en France, c'est pas en valorisant l'élevage intensif, en installant des méga-bassines, c'est avant toute chose en permettant à la France de ne plus subir de plein fouet ces importations. Vous avez parlé du poulet ukrainien, mais effectivement, il y en a plein d'autres. Et réguler cela, ce serait déjà une énorme partie du problème qui serait réglé. Là-dessus, on n'entend pas grand-chose. Faut être clair, l'élevage intensif, c'est un mythe. C'est quelques exploitations qui souvent se sont regroupées, qui sont poussées par un système coopératif ou des agro-industriels, où là, je ne pourrais pas vous répondre puisque ce n'est pas la position de la coordination rurale, hein, par rapport peut-être à un syndicat aujourd'hui qui est très majoritaire et très orienté à l'importation. Hein. Vous prenez M. Rousseau, hein, c'est le groupe Avril, c'est 4 milliards d'euros. C'est de l'agro-industrie. Donc, cette agro-industrie, c'est quelques agriculteurs et c'est quelques personnes. Et on prend comme exemple français ces quelques personnes ou ces quelques responsables qui ne représentent pas les 390 000 agriculteurs aujourd'hui, mais qui n'en représentent que quelques centaines. Ça, c'est le premier point. Sur les méga-bassines, donc sur les bassins, c'est une déchirure pour certains idéologues. C'est pareil, stocker l'eau d'hiver, quand on voit les chaleurs qu'il y a eu encore cette année pour arroser l'été. Alors, ça part du principe que c'est quelques-uns, ça part du principe que c'est pour des exportateurs de maïs. Et ça, c'est pareil, c'est un mythe. Qu'est-ce qui empêche les personnes? Moi-même, je suis responsable dans le France, on va peut-être faire des bassins. Le but, c'est vraiment de répondre à une demande d'eau l'été par rapport à tout ce qui coule vers la mer l'hiver.
S'il y a des personnes qui soient écolos, moi je dis souvent écolo bobo ou de petites exploitations, il n'y a aucun problème que ces gens participent au bassin, mais on met ce mythe chez le consommateur ou chez l'habitant français pour dire les gros contre les petits, les gros mauvais contre les bons petits sympathiques écolos. Non, mais ça reprend un peu la lutte des classes des années 70 qui est has-been, pour être clair. Ça n'existe pas. Moi-même, nous, que ce soit petit, moyen, on s'entraide, on travaille ensemble, on se rend des services. Et ça, c'est la vraie réalité du monde agricole parce que, pour être clair, je vais être vulgaire pour ça, tout le monde aujourd'hui est dans la merde. Mm. C'est-à-dire tous les agriculteurs aujourd'hui sont au prix mondial avec des problèmes de budget, avec des problèmes de rentabilité. Et il y en a que quelques-uns au niveau des hémicycles qui pensent encore qu'on est en train de se battre ou quelques ONG financées par quelques caïds d'autres pays qui pensent qu'on est encore dans la lutte des classes au niveau agricole. Je peux vous dire qu'on est tous dans le même sens, à part quelques ONG, je vous répète, ce pas des agriculteurs. Ceux qui racontent, je ne vais pas dire ces bêtises, je ne vais pas les vexer, mais ce petit combat d'arrière-garde, c'est pas, pour la grande partie, ce n'est pas des agriculteurs. Alors après, on peut tous avoir nos convictions, hein, c'est comme en politique, mais nous, on est plutôt le but de la coordination rurale, c'est de regarder les propositions et que ces propositions, en fait, comment dire, puissent résoudre les problèmes de la très grande majorité des agriculteurs. Et la loi du plomb, même si elle va dans ce sens, elle est encore loin de résoudre l'ensemble des problèmes que l'on va vivre dans les semaines et dans les mois qui viennent. C'est ça, il y a peut-être pas de lutte des classes au sein de la France. En revanche, c'est sûr qu'il y a une lutte des agriculteurs français face au reste du monde. Donc, on espère que l'issue du combat sera favorable à nos agriculteurs, évidemment. On attend des mesures du gouvernement pour pouvoir soulager nos agriculteurs de cette concurrence insupportable et qui, du coup, en l'occurrence, motive la loi du plomb, par exemple, sur l'autorisation de ces néonicotinoïdes, justement pour pouvoir faire face à cette concurrence toujours plus étouffante. En tout cas, Patrick Legras, merci beaucoup pour votre engagement au sein de la coordination rurale. Merci de nous avoir éclairé avec votre connaissance du terrain. On vous retrouvera très bientôt et on vous souhaite surtout bon courage.